Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence où nous allons parler cybersécurité et cybermenaces. Alors moi je suis Monique de l'Union des auto-entrepreneurs. C'est une association qui accompagne les créateurs d'entreprises et les auto-entrepreneurs déjà installés et notamment qui les accompagne sur tout ce qui peut être les aléas que l'on peut rencontrer dans son activité. Alors pourquoi on est là aujourd'hui ? Eh bien parce que l'UAE a passé un partenariat avec Orange France pour justement travailler sur l'information et la formation auprès de vous, des créateurs, des auto-entrepreneurs, sur ce que sont ces cybermenaces et qu'on a beaucoup de questions, beaucoup de sujets, beaucoup de gens qui savent pas s'en protéger. Donc c'est pour ça qu'on va s'adresser à vous avec Yannick, qui va se présenter donc de chez Orange et qui va nous livrer tous ses conseils d'experts. Bonjour, donc Yannick Maquignon, je suis chef de produit sur les offres de cybersécurité. Mon premier propos, c'est de vous sensibiliser en tant qu'acteur économique, futur acteur économique, à la nécessité de protéger vos essentiels, c'est-à-dire votre activité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire fi de la digitalisation de votre activité, vous allez toujours utiliser des outils digitaux, vous allez créer une identité digitale pour votre activité, et ça a de la valeur pour les attaquants, et il faut vraiment que vous soyez éveillés aux cyber-risques, comme vous êtes éveillés aux risques dits physiques ou de sécurité qu'on connaît tous en tant que citoyens. C'est la même logique. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes dans un monde où la société est hybride, elle est physique et digitale. Donc il faut savoir se prémunir dans les deux environnements. Alors Yannick, moi je vais poser la première question. Je vais te demander, on entend beaucoup dans les médias les problèmes de hacking, les grosses entreprises, les administrations. Et nous, à l'UAE, on a des questions et on a des petits entrepreneurs à qui il arrive aussi des mésaventures sur le web, ou par un mail, enfin par un SMS. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y a pas que les grosses entreprises et que justement cette cybersécurité, ça concerne tout le monde, y compris les auto-entrepreneurs, ceux qui sont en solo ? Je dirais même que ça concerne l'intégralité des acteurs économiques. Il y a un paradigme purement français qui est de dire « je suis petit, donc je n'intéresse pas les autres ». Non, ça c'était il y a longtemps. L'histoire a montré que les premières attaques, cyberattaques, étaient dites institutionnelles ou avaient ce qu'on appelle une stratégie ciblée. On savait qui on attaquait, on savait pourquoi, il y avait un message. Maintenant, depuis les années 2012, on appelle ça des attaques de masse. C'est un peu comme la pêche. Il y a la pêche à la ligne, là vous savez ce que vous voulez prendre, et la pêche au filet, là vous allez ramasser tout le monde. Et justement, maintenant avec le phishing, 94% des tentatives d'effraction chez les professionnels, les entreprises, passent par le mail. Donc vous avez tous reçu des mails pour des convocations, des relances d'amende par SMS. Maintenant, le SMS est aussi utilisé comme vecteur pour tenter de faire l'effraction. Et il y a surtout une multiplication qui se fait sur justement les professionnels, les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas forcément éveillé au cyber-risque. C'est normal, vous avez une activité à lancer, vous avez une activité à faire croître, donc vous êtes concentré sur votre activité. Et forcément, quand on est concentré, des fois on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Mais par contre, dites-vous bien que l'ANSSI, l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, dit que de toute façon, quelle que soit votre taille, quel que soit le moment, vous serez attaqué, vous serez victime d'une cyberattaque. La question que vous devez vous poser en tant que responsable d'activité d'une société, c'est quels moyens j'ai mis en œuvre pour m'en préserver. Et c'est pour ça qu'on parle de stratégie. x4, c'est le nombre de petites entreprises qui comptent moins de 10 salariés qui ont vu le nombre d'attaques multiplié. Je vous parlais du phishing, il y a d'autres façons aussi d'attaquer. Donc faites attention. Et surtout, pour vous, quand vous êtes entrepreneur, méfiez-vous de vos identités. Vous avez une identité perso et une identité pro. Or, souvent, vous utilisez les mêmes choses pour faire l'un et l'autre. Et là, vous augmentez ce qu'on appelle la surface du risque. Et surtout, ce qui est très important, c'est que les cyberattaques, aujourd'hui, c'est de la criminalité. Donc, le but principal, c'est de récupérer des données financières, de l'argent, faire des virements, ce que vous voulez. Et le coût estimé, le coût médian, c'est-à-dire celui qui se situe entre 50% au-dessus, 50% en dessous, c'est de 7 273 €
pour les petites entreprises de moins de 10 salariés. C'est énorme parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas vos activités respectives, mais si vous avez une police d'assurance professionnelle, est-ce que vous êtes sûr déjà qu'elle couvre les cyber-risques ? Je vous dirais que dans la plupart des cas, ce n'est pas encore inscrit dans les polices d'assurance. Donc ça veut dire que souvent, c'est des fonds propres. C'est ce qu'on a constaté, c'est de la trésorerie. Or, la trésorerie, elle sert avant tout à votre activité. Donc elle est là pour payer vos fournisseurs, faire les avances de trésorerie, tout ce que vous voulez. Elle n'est pas là pour se retrouver avec un paiement d'une rançon ou ce qu'on appelle une remédiation. La remédiation, c'est que de toute façon, si vous êtes victime d'une cyberattaque de haute intensité, un rançongiciel, pour ne pas le citer, dans ces cas-là, votre vecteur, votre ordinateur, sera corrompu. Les données seront corrompues. Donc déjà, il y a un arrêt de l'activité. Il y a le fait de réinvestir dans des nouveaux ordinateurs, de trouver le moyen de revenir au jour d'avant, donc de récupérer les données qui sont nécessaires à votre activité. N'oubliez pas, vous avez des fournisseurs en amont. Alors les fournisseurs sont des fournisseurs privés, institutionnels, l'URSSAF, vous avez une identité pour verser vos cotisations, etc. Et à ce titre, c'est tout ça qu'il va falloir reprendre, repartir pour retrouver votre situation. Et toute cette période a un coût pour une société. Et plus vous avez justement une trésorerie qui est faible, parce que vous débutez, votre fonds de roulement est faible, plus ça peut être létal et ça peut malheureusement, et ça il y a des études qui l'ont prouvé, faire en sorte que la société arrête son activité. Et surtout, comme je vous disais, c'est le fait qu'il n'y a pas d'éveil. 65% des professionnels TPE, PME n'ont aucune politique. La politique, c'est pas simplement de s'équiper d'un outil pour se préserver, c'est aussi d'être éveillé au cyber-risque. Vous avez tous entendu parler de la gestion des mots de passe, avoir des mots de passe le plus compliqué possible. Justement, ne pas faire une utilisation pro-perso de ces ordinateurs ou de ces équipements mobiles afin de bien séparer votre identité personnelle de votre identité professionnelle. Si l'une se fait taper, il n'y aura pas de dégâts sur l'autre. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Je vous enjoins à aller sur le site de l'ANSSI, l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. Il y a un magnifique petit guide qui préconise les 12 recommandations pour mettre en place une stratégie de sécurité pour les petites structures. Il est très intéressant, très didactique et c'est quelque chose à conserver. Yannick, comment on fait en fait ? Parce que quand on est attaqué, nous on a par exemple eu dans nos adhérentes une qui a été... on a piraté son compte Instagram. Elle est esthéticienne, donc elle a quand même un gros portefeuille de clientèle sur Instagram. Elle s'est retrouvée un jour avec un SMS qui venait d'un pays étranger et où on lui demandait 10 000 € pour pouvoir réactiver son compte. Donc comment on réagit en fait ? Comment on fait quand on est attaqué ? Alors quand vous êtes attaqué, le premier principe c'est ne pas payer. Oui. Non mais c'est un principe, vous entendez beaucoup des collectivités locales, des établissements qui dépendent du public parce qu'ils ont obligation de déclarer le fait d'être victime d'une cyberattaque, ce qui n'est pas forcément le cas pour les acteurs du privé. Donc c'est pour ça qu'on a moins d'informations, mais potentiellement il faut respecter la règle. C'est de l'extorsion de fonds en droit. C'est tout simplement le fait de vous mettre dans une situation de contrainte afin de vous extorquer des fonds. Donc si vous allez dans ce sens-là, on a plein d'histoires où une fois que vous avez mis le pied à l'engrenage, vous êtes une cible encore plus intéressante parce que vous avez déjà payé. Donc ne jamais payer. Ensuite, c'est voir l'étendue des dégâts. C'est-à-dire typiquement dans le cadre de ton adhérente, c'est le fait que là, elle a dû se faire hacker sa base de clients. Donc quand il n'y a plus de clients, il n'y a plus de relations. S'il n'y a plus de relations, forcément ça va avoir un impact sur le business. Donc c'est là où il faut déjà réfléchir comment je me prépare à ce type de situation. Or, pour se préparer à ce type de situation, c'est déjà de sauvegarder les informations essentielles à mon activité. Je dois toujours faire en sorte de pouvoir en disposer autre part que par exemple sur mon ordinateur. On appelle ça une sauvegarde, soit sur un disque dur qui n'est pas connecté. Vous faites des sauvegardes dans le cloud. J'imagine que vous êtes tous clients soit d'Android, soit d'iPhone. Donc vous avez de l'iCloud ou du OneDrive, pour le plus simple. Sinon, après, il y a des solutions professionnelles. Mais le fait est, c'est que plus vous pensez à toujours sauvegarder avec une certaine fréquence vos données, plus vous êtes en capacité après de rebondir et de revenir à l'activité recherchée. Et une stratégie de sauvegarde, parce que nous, souvent, quand on questionne les auto-entrepreneurs, ils nous disent « c'est dans le cloud ». Mais où dans le cloud ? Et ce qu'on leur donne comme exercice à faire, on dit vous pouvez tous le faire demain chez vous. Essayez d'imaginer que demain matin, vous vous réveillez, plus d'ordinateur, plus de téléphone.
comment vous récupérez vos données, qu'elles soient perso ou qu'elles soient pro. Comment vous faites? Faites le schéma comme une alerte incendie. Comment vous allez faire? Je vous mets au défi de le faire. Vous allez voir, c'est pas si simple. C'est pour ça que ça se prépare. Et c'est le meilleur exercice à faire, parce que là, on est en situation. Et il y a un truc qui m'interpelle, Yannick, c'est ne pas mettre à jour l'antivirus. Pourquoi? Parce que excusez-moi. En cas d'attaque, si vous mettez à jour l'antivirus, vous allez encore complexifier la possibilité de retrouver les données. Parce que l'antivirus, en se mettant à jour, va augmenter sa capacité de détection, sauf que comme il y a déjà une menace, ça va créer des conflits supplémentaires. Or, il y a déjà assez de conflits lorsqu'on est victime d'une attaque pour ne pas rajouter la surcouche de la mise à jour de l'antivirus. Parce que là, on est attaqué. Donc là, on a ouvert son ordinateur, il y a un problème. Le problème, c'est que j'ai plus accès à mes données. Donc, il faut réagir vite. Le temps est la donnée la plus importante dans la cybersécurité, aussi bien pour l'attaquant que pour le défenseur. Isoler la machine. Bon, je ne sais pas si vous avez des réseaux informatiques, mais si vous avez un réseau informatique avec plusieurs machines connectées, si une est vecteur d'une compromission, il faut absolument l'isoler pour protéger les autres machines ou les autres équipements de l'infrastructure. Ne pas mettre à jour l'antivirus, je viens de l'expliquer. Ne pas réinstaller le système d'exploitation, parce que sinon là, vous allez perdre l'intégralité des données. L'idée, c'est quand même de récupérer quelque chose. Le but du jeu, pour vous, c'est de sauver ce qui peut être sauvé afin de pouvoir continuer. Ne pas supprimer des fichiers logiciels sur le disque dur. Même chose, si vous supprimez tout, de toute façon, vous avez fait le travail pour l'attaquant, il ne reste plus rien. Vérifiez une sauvegarde de vos données. Petit conseil, la sauvegarde, cloud, physique connectée. Juste pour votre information, on a établi que le délai moyen d'une cyberattaque, c'est 11 jours. Donc, entre l'effraction et l'attaque, 11 jours. Pendant 11 jours, l'attaquant va pouvoir prendre ce qu'on appelle les droits d'administrateur, lever les sécurités, ce genre de choses. Et vous allez faire des sauvegardes. Parce qu'on ne fait pas des sauvegardes tout le temps. On fait des sauvegardes soit de façon hebdomadaire, voire mensuelle. Mais en fait, vos sauvegardes seront elles-mêmes compromises. Donc, c'est là où il faut se rendre compte que l'attaquant, il joue aussi sur la durée. S'il compromet vos données, vous allez les réinstaller et vous réinstallez le problème. Donc, il faut faire attention. Donc, on dit toujours 3 modes de sauvegarde en ligne, sur un cloud, sur un système connecté. Donc, système connecté, si vous avez un NAS, un disque dur, sur lequel vous pouvez faire des fréquences assez rapides, et un 3e support physique, là pour faire au moins une sauvegarde mensuelle, et celle-là vous la déconnectez. Parce que mensuelle, il y a toujours le fait qu'elle est supérieure aux 11 jours. Donc il y a des chances qu'elle n'ait pas été corrompue pour pouvoir revenir à la situation d'avant. Ne pas payer de rançon, c'est juste un conseil. On a connu un cabinet d'avocats qui a payé une première fois. Ils se sont rendus compte que justement ils avaient payé et qu'en plus en réinstallant leurs données, elles étaient compromises. Donc ils ont reçu une 2e demande de rançon avec le double. Donc on était passé à 14 000 €. Alertez le RSSI. Ça, si vous avez un responsable informatique, si vous sous-traitez votre équipement informatique à une société de maintenance, ne pas hésiter à voir avec lui aussi comment intervenir afin de revenir, ce qu'on appelle nous, au jour d'avant. Est-ce que le RSSI, ça peut être la sécurité que l'on a quand on achète une machine, par exemple, on a une sorte de service après-vente, ou est-ce qu'on les prévient du coup? Comme alors, je prends par exemple d'Apple avec l'Apple Car, est-ce qu'on prévient justement Alors Apple Car, oui, ça peut servir parce que eux, ils ont un système de restauration de machines qui s'appelle Time Machine. Donc ça peut être utile. Okay. Oui, absolument. Pour Windows, là, je sais pas s'il y a un système de restauration équivalent. Mais en tout cas, oui, vous pouvez toujours contacter le fournisseur de votre équipement informatique. Lui-même pourra peut-être vous donner des conseils, justement déjà dans comment utiliser ma machine. Parce que, soyons clairs, il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est toujours au moment où on doit l'utiliser qu'on se rend compte qu'on ne la connaît pas. Alors, face à l'attaque, on a vu ce qu'on pouvait faire, en tout cas ce qu'il fallait faire. Maintenant, pour se prémunir de ça, alors quand on est chez soi, on met des alarmes, on met des verrous de sécurité à la porte. On fait quoi en fait pour se garantir de ça? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire en prévention? La première chose, c'est déjà vous êtes concerné. Ne partez, comme je vous dis, c'est pas votre taille, c'est pas votre activité, c'est pas vous.
vous êtes un acteur économique ou un futur acteur économique, donc vous serez concerné. La protection peut attendre. Non, c'est un investissement dans le fait de poursuivre votre activité. Vous êtes responsable. Vous avez pris des décisions concernant l'orientation professionnelle que vous voulez donner à votre vie. Donc, il faut agir en personne responsable. Vous prenez des décisions sur votre sécurité physique. Je dirais, votre appartement, vous avez mis une porte. Il y a des volets à vos fenêtres. C'est des choses qui sont demandées. Donc maintenant, c'est naturel pour nous. Dites-vous que dans le monde digital, il faut aussi prendre ces habitudes pour que ça devienne naturel. Inutile d'être attentif le week-end, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les attaques. Une solution installée, faites attention, on appelle ça le syndrome de l'icône. Lorsque vous achetez un ordinateur, dans la plupart des cas, il y a ce qu'on appelle une solution d'essai d'un antivirus. McAfee, Norton, ce que vous voulez. Cette solution, elle est sur 2 modèles. Freemium, c'est-à-dire qu'elle va avoir des fonctions de base qui vont perdurer dans le temps avec énormément de sollicitations. Soit elle est en période d'essai, 60, 90 jours. Et après, elle n'est plus du tout opérationnelle. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils sont protégés parce qu'il y a l'icône d'un antivirus sur leur ordinateur. Ce n'est pas le cas. Si le service n'a pas été payé, si vous n'avez pas acquis de licence auprès de l'éditeur, eh bien, le service est inopérant. Donc, vous avez une icône, vous avez l'image, mais vous n'avez pas le système. Les mises à jour peuvent attendre. Toutes les mises à jour de systèmes d'exploitation, que ce soit sur vos équipements mobiles ou vos ordinateurs, contiennent toutes des patchs de sécurité. Pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est des millions de lignes de code et les hackers sont très intelligents, il ne faut pas croire. C'est vraiment des gens qui sont très structurés, sont capables d'identifier certaines failles. Et ces failles, une fois qu'elles sont publiées, peuvent être exploitées. C'est pour ça que l'éditeur va patcher pour vous éviter d'être victime d'une compromission sur une faille qui est répertoriée sur Internet, sur le dark web particulièrement, et qui va permettre l'effraction sur votre ordinateur. Le réseau sécurisé, c'est suffisant ? Non. La sécurité, en fait, il n'y a jamais de limite pour la sécurité. Et en fait, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je dois faire ? Déjà, je dois être éveillé. Donc, c'est vous qui devez avoir le fait de gérer, par exemple, des mots de passe. Ce que je vous disais, une utilisation pro-perso. Mes identités. Est-ce que j'ai une identité professionnelle ? Est-ce que j'en ai plusieurs dans le cadre de mon activité ? Comment je fais en sorte qu'elle soit perméable ? Ensuite, je dois m'équiper aussi d'une solution pour m'aider à protéger justement mes données. Donc, empêcher une effraction sur mon ordinateur. Pour cela, écoutez, il y a des anti-malware. Maintenant, il y a d'autres solutions. Mais de toute façon, ces solutions vous seront demandées, si jamais vous souscrivez à une police d'assurance pour couvrir les cyber-risques, comme pour notre contrat d'habitation, on nous demande d'avoir une porte avec 3 points, d'avoir des volets aux fenêtres. C'est exactement la même chose. Un assureur, pour faire marcher le risque assurantiel, vous demandera de toute façon d'avoir mis en place des équipements, des solutions, et d'avoir vous-même fait des choses pour éviter d'être une victime trop rapide à ce type de malveillance. En fait, si je devais faire une image à s'entendre, on sait tous qu'il ne faut pas laisser les clés de sa maison sous le pot de fleurs à l'entrée de la maison, quoi. Et pourtant, il y en a plein qui le font encore. Et pourtant, il y en a plein qui le font encore. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se sécuriser. Et moi, j'insiste sur les mises à jour parce que ça nous fatigue tous quand il y a les mises à jour. C'est hyper énervant. C'est pas le moment, c'est jamais le moment. Mais il faut les faire parce que ce que tu disais, si je comprends bien, ça veut dire que les mises à jour permettent aussi de se mettre à jour par rapport aux nouvelles idées imaginatives des hackers. Et donc, ça bloque, c'est ça qui est important en fait, dans la mise à jour. Absolument, parce qu'en fait, le patch correctif est là pour ce qu'on appelle corriger une faille qui a été détectée. Et cette faille, je vous rassure, la plupart des gens, moi-même, des fois, je ne comprends même pas de quoi on parle quand on parle de la faille, mais c'est juste le fait qu'il y a un point d'entrée sur votre ordinateur, donc sur vos données. Et c'est ça qui va être patché. Surtout Windows. Les mises à jour Windows, on les a tous connues, on allume l'ordinateur, on en a pour 1 heure. Faut laisser faire. Parce que de toute façon, ça fait partie de leur politique pour vous protéger en tant que client de Microsoft. Et nous, en tant que client de Microsoft, nous subissons les mises à jour, mais elles ont un but, pas forcément d'évolution fonctionnelle, même s'il y en a quelques-unes, mais principalement de sécurité. Et je vous jure que dans le monde digital d'aujourd'hui, on en entend parler tous les jours, guerre hybride, guerre informationnelle, etc. Il y a plein de choses. Et surtout, comprenez bien, ce n'est pas vous forcément qui serez la cible d'une attaque.
vous pouvez être victime de ce qu'on appelle une attaque par rebond. Une attaque par rebond, c'est que c'est quelqu'un d'autre, un de vos fournisseurs. Je vais vous raconter une petite anecdote, une petite PME. Ils ont reçu un mail de leur fournisseur allemand, mais c'est le fournisseur allemand qui avait été cyberattaqué. La base de données a été utilisée par les attaquants. Ils ont donc contacté tous les clients de cette PME. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont propagé un rançongiciel, ce qui fait qu'ils ont multiplié leur surface d'attaque et donc aussi les gains qu'ils ont pu récupérer suite à cette attaque. Donc, ce n'est pas vous forcément, mais c'est le contexte qui fait que vous êtes en interaction en aval et en amont avec d'autres personnes, d'autres fournisseurs, d'autres professionnels, qui fait que vous pouvez aussi être victime d'une cyberattaque. D'où l'intérêt de bien compartimenter les choses, sa vie perso d'un côté, sa vie pro de l'autre, pour éviter d'avoir une attaque globale sur tout, quoi. Toujours. Je comprends. Alors du coup, il faut faire quoi? Les réflexes qu'on a à avoir, tu dirais, ça serait quoi l'essentiel? C'est du bon sens. Et en même temps, tout ce qui est dit là, c'est aussi bien valable pour votre vie personnelle que pour votre vie professionnelle. Ne répondez pas aux demandes non sollicitées d'un inconnu. Pourquoi cet inconnu vous contacte? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, l'empathie c'est bien, mais la circonspection c'est mieux. Hein, sincèrement, ça peut éviter, surtout sur des types de. Enfin, je pense que vous avez tous reçu des demandes pour aider des gens qui étaient dans le malheur à certains endroits du monde. On sait très bien qu'on appelle ça des chaînes, mais le but là, c'est une escroquerie plutôt sociale. On va travailler sur votre empathie. Repérer les signaux d'alerte d'un email frauduleux. En règle générale, le truc à regarder, parce que pour l'instant, ils n'arrivent pas à le changer. L'alias s'est changé, donc quand vous lisez en premier niveau, vous avez bien une adresse mail qui paraît officielle, on va dire. Mais par contre, cliquez sur détails. Là, en règle générale, ils ne peuvent pas changer le domaine de messagerie. Donc vous verrez qu'il y aura toujours quelque chose. En France, c'est gouvernement.fr. Là, vous allez voir .fr.io, par exemple. Et là, vous êtes sûr, c'est du phishing. Ou un tiret, parfois ils mettent un tiret à la place du point. En fait, c'est pour ça qu'il faut connaître les URL des sites administratifs. Il faut regarder, il faut la lire, l'URL. C'est comme quand on lit une lettre, en fait. Il faut vraiment lire l'URL. Il faut s'assurer, en fait, de l'expéditeur. Et vous avez vu les progrès, hein, je ne sais pas, je parle pour les plus anciens. Au début, c'était des copies écran, le phishing. Maintenant, c'est des vrais gabarits HTML. C'est plus du Google Traduc. C'est vraiment fait par des francophones. Ça ressemble à la novlangue administrative, qui fait que votre niveau de vigilance, il tombe, parce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir, ou que vous avez déjà vu. Donc faites attention. Plus votre niveau de vigilance tombe, plus c'est là où il faut faire attention. Donc regardez l'adresse mail. Le site des impôts, par exemple, au début, c'est vrai, les premières arnaques, c'était des copies écran. Maintenant, ils arrivent à reproduire à l'identique sur 4 écrans le site des impôts. Le truc, c'est que quand même, quand ils vous disent qu'ils vont vous rembourser, là, tout de suite, une somme, déjà, quand on vous propose un truc extraordinairement génial d'un remboursement qui tombe soudainement, surtout quand ça arrive un dimanche, et nous, on a, avec nos 400 000 adhérents, je peux vous dire que quand il y a une arnaque, on la sait parce qu'on a des mails, mais il y en a toujours qui se font prendre. Donc si l'annonce est trop belle, grosse méfiance, grosse méfiance. Exact. Vous avez reçu, j'imagine, le SMS pour payer votre amende de stationnement ou ce genre de choses. Ma mère l'a reçu, elle n'a pas le permis, donc c'est là où vous dites que bon, hein, le ciblage reste encore à améliorer, mais il s'améliore. Ne connectez pas d'autres appareils USB inconnus à votre ordinateur. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Votre ordinateur, c'est votre coffre-fort de votre activité. Si vous rajoutez des périphéries, vous ne connaissez pas ces périphéries. S'ils sont inconnus, encore plus. Il y avait une arnaque à un moment, il y a quelques années. Des hackers laissaient des clés USB dans les transports en commun à Marseille, Toulouse, un petit peu à Paris. Et qu'est-ce que font les gens? On joue sur 2 critères. Soit le critère du bon samaritain. Je vais regarder, peut-être qu'il y a des informations et je pourrais contacter cette personne. Ça part d'un très bon sentiment. Malheureusement, la finalité n'est pas la bonne. Ou 2, super, j'ai gagné une clé USB, elle me coûte pas cher. Je vais la mettre. Et bien là, vous récupérez un joli malware qui est venu bien pourrir les systèmes d'exploitation. Voilà. Donc, faites attention. Si vous ne connaissez pas la provenance, ayez un principe de précaution. Mieux vaut ne pas connecter que de faire une erreur. Parce qu'une fois que c'est parti, un petit programme malicieux, je peux vous jurer que c'est très compliqué à arrêter. Ne divulguez jamais des données à caractère personnel. Bon, ça, c'est du bon sens. Après, quand vous êtes professionnel, vous avez une identité professionnelle que vous allez communiquer. Mais faites attention. L'identité, c'est celle qui est visible.
Vous n'allez pas communiquer en plus des informations qui sont dites sensibles ou qui ne concernent que vous. Il y a des gens que j'ai vus, on a vu, hein, ils ont transmis des identifiants, adresse mail, mot de passe utilisés pour des comptes de fournisseurs. C'est juste... oui, on me l'a demandé gentiment. Ben non, ça ne se communique pas, tout simplement. Après, des choses simples, mais repérer quand même, maintenant, on estime à moins de 5% le nombre de sites qui n'ont pas le logo HTTPS. Mais c'est juste parce que là, au moins, c'est une norme de sécurité qui permet de dire que, au moins, il y a une chance que le site soit viable. S'il n'a pas le HTTPS, vous êtes à peu près à 100% sûr que le site va poser un problème. C'est là où il y a tous les formulaires qui vont vous demander, vous savez, toutes les données pour vous permettre, comme tu disais Monique, un remboursement qui n'arrivera jamais. Voilà. Et n'oubliez pas, ce qui les intéresse, c'est vos données, mais c'est aussi votre identité pour vous connecter après à d'autres services. Vous utilisez beaucoup de services qu'on appelle des SaaS, des Software as a Service. Donc si je trouve votre identité, que je me connecte à votre place, je peux faire des choses. Je peux aussi, alors pour des choses très simples, si j'ai envie d'embêter un concurrent parce que je suis moi-même auto-entrepreneur, que j'ai réussi à avoir ces identifiants, je peux aller sur son adresse Google, puis je vais m'amuser à modifier sa fiche Google Business. Je vais dire qu'il est fermé, que tiens, le site web, je vais mettre autre chose. Ça peut commencer par des choses qui sont embêtantes, hein. C'est pas forcément le rançongiciel. C'est tout ce qui peut venir vous embêter dans votre activité. Donc, ne transmettez jamais vos données, méfiez-vous des messages anonymes et ayez une solution de protection. C'est un investissement. Vous voyez ça comme un investissement. C'est quelque chose qui est là pour vous permettre de travailler sereinement dans votre activité. J'insiste, vous avez tous une activité où vous allez la créer et vous serez tous professionnels. Mais vous n'avez pas forcément les compétences en termes de sécurité numérique. Donc équipez-vous avec une solution résiliente, connue, et à partir de là, au moins, vous pouvez dire que votre sécurité est prise en charge d'un point de vue numérique. Ce qui n'empêche pas que, n'oubliez pas, 95% des attaques passent par le facteur humain. Vous serez toujours le point faible de votre activité. Merci beaucoup. Moi, j'appelle ça de la prévenance. Avoir de la prévenance envers soi-même, c'est s'épargner des ennuis, en fait. Plus on peut... Il y a des solutions. On ne peut pas se protéger de tout, mais on peut quand même trouver des solutions. Alors oui, c'est un investissement, mais ça vaut le coup quand même, parce qu'on s'épargne des ennuis et des angoisses et des nuits sans sommeil. Et puis surtout, moi, ce qui m'a toujours fait mal au cœur, c'est quand vous vous rendez compte que les gens, ils n'ont pas pu redémarrer. Parce qu'à la sortie de la crise de la Covid, ça a été vraiment du grand n'importe quoi pour l'utilisation des outils digitaux. Et malheureusement, il y a beaucoup de professionnels, ils ont été sur Zoom, ce genre de choses qui avaient des failles pas possibles, et qui malheureusement ont été tapés. Et à la sortie de la crise de la Covid, déjà, leur trésorerie était très entamée. Et, ils n'ont pas pu se relever. Et franchement, c'est des drames humains. Hein, donc, oui, c'est pour ça qu'il faut éviter et puis il faut se protéger, quoi. Enfin, c'est du bon sens, comme tu l'as dit, moi je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui. Exact. Et d'ailleurs, ces hackers dont on parle là, ils ont des imaginations de plus en plus intelligentes. Comment ça se passe? C'est quoi l'évolution aujourd'hui, Yannick? Toi, tu peux nous dire? Comme vous pouvez voir, j'ai dépassé la cinquantaine, donc je connais très bien les années 80. Et dans les années 80, on appelait ça des script kiddies, des hackers, j'en ai fait partie. Donc on jouait avec des petits ordinateurs, hein, et puis on s'amusait à faire des programmes malveillants pour altérer d'autres programmes. Mais c'était un jeu. C'était un jeu. On voulait juste prouver que. Il y avait un film en 83 qui s'appelait Wargame, où c'est exactement un gamin qui rentre dans le truc du Pentagone. Mais c'était par jeu, uniquement par jeu. Il n'y avait pas de volonté de nuire. C'était juste, on voulait montrer qu'on était intelligent. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est développé Internet. Donc d'un seul coup, le champ du possible avec les objets connectés a été multiplié par 10 000. Donc là a commencé à arriver les premiers antivirus. L'un des premiers antivirus, il s'appelait Love. Moi-même, je l'ai reçu, donc je m'en souviens très bien. Ça ne tapait que les ordinateurs Windows et ça avait une caractéristique, c'était juste de se propager. Donc ça copiait votre carnet d'adresses et ça se propageait. Sauf qu'à la fin, ça a noyé les serveurs de messagerie et finalement, il y a eu quelques dysfonctionnements. Donc on était sur des choses qui commençaient à devenir embêtant. Et d'un seul coup, qui dit embêtant, dit objet connecté, dit personne connectée,
il y a des gens aussi qui ont eu des intentions malveillantes, qui ont commencé à se dire « Ok, je vais faire des choses ». Donc sont arrivés les premiers malwares. Malware, c'est la grosse famille des virus, pour faire simple. Et donc, ils ont commencé à arriver, ils ont commencé à se dire qu'il y avait possibilité d'utiliser justement Internet, les ordinateurs, les identités digitales, pour justement pratiquer des actions délictueuses. Donc, ils sont montés en puissance. Spyware, donc l'activité de votre ordinateur. Les premiers, ce qu'on appelle keylogger. Les keyloggers, hein, c'est les enregistreurs de frappe de votre ordinateur. Hein. Donc, vous tapez l'URL, le mot de passe et votre identifiant. Et après, c'est envoyé toutes les 24 heures sur un serveur du côté de l'Est du monde. Et là, il est au courant de votre compte bancaire très facilement. Et la montée en intensité s'est fait aussi avec la professionnalisation des attaquants. Comme je vous disais, ça a commencé par des script kiddies, des jeunes. Et après, c'est que maintenant, on est vraiment dans une structure criminelle. On a l'habitude de dire les victimes sont à l'ouest, les criminels sont à l'est. Pourquoi ? Principe judiciaire qui fait qu'il n'y a pas d'entente judiciaire avec certains pays, qui fait qu'ils peuvent attaquer. Et n'oubliez pas, hein, dans le monde digital, il n'y a pas de frontières. Donc on peut très bien attaquer de certains pays de l'Est sur n'importe quel pays occidental sans aucun problème et pratiquer donc ces attaques. Et on est arrivé au ransomware. Le ransomware, ou rançongiciel en français, vous en avez tous entendu parler. Comprenez bien une chose, c'est pas un logiciel, c'est un business. En droit français, ça s'appelle de l'extorsion de fonds. C'est simplement utiliser un logiciel de cryptage de type militaire pour empêcher l'accès aux données. Maintenant, on s'est rendu compte qu'ils en profitaient aussi pour les exploiter, les publier, donc un double effet qui se coule. Et c'est ça qui est utilisé. Donc, on est dans l'acte délictueux et criminel. Donc, potentiellement, vous pouvez être victime d'un acte criminel. Comme dans la vraie vie, sauf que c'est dans le monde digital. Et comme dans la vraie vie, il faut prendre les bonnes décisions pour s'en préserver. Donc, si on doit faire un petit résumé de ce qu'on a dit là, parce qu'on a eu beaucoup d'informations. Excusez-moi, je parle beaucoup. Je suis concerné par les cybermenaces. Je vous demande juste un minima d'être éveillé. Hein. N'oubliez pas, regardez vos mots de passe. Je suis encore surpris qu'en France, les premiers mots de passe, c'est AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou la date de naissance. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous n'imaginez pas le nombre d'informations que vous publiez sur Internet, profil Facebook, Instagram. Vous donnez des informations, le nom de votre chien. Après, il y a des logiciels pour craquer les codes. Ça s'appelle du social engineering. Je vais prendre toutes les données qui vous correspondent et je vais voir tout ce que vous pouvez faire. Et c'est vrai qu'on est tous feignants pour se souvenir du mot de passe. On va essayer d'être l'utilisation du mot du nom du chien, de mes enfants, ou ce genre de choses. Donc il faut être un petit peu plus professionnel dans son mot de passe. N'oubliez pas, alphanumérique, caractères spéciaux, minimum 12 caractères. Hein. Et l'ANSSI préconise ce qu'on appelle des phrases clés. Donc en fait, vous faites une phrase et après, vous la modélisez avec des caractères. Je dois savoir comment réagir en cas d'attaque, justement, hein, c'est ce que je veux dire. Le temps est la donnée la plus importante. Plus vous êtes capable d'agir vite, plus vous pouvez limiter la compromission. J'apprends à me prémunir avec les bons réflexes, s'équiper, les sauvegardes, gestion de mots de passe. Ne pas laisser un post-it avec le mot de passe aussi. Ça, c'est quand même un truc à chaque fois qui me fait halluciner. C'est gentil, hein, parce que bon, des fois on n'y pense pas, mais franchement, c'est assez dingue. Je mets en place une stratégie de protection, c'est minimum vous équiper et soyez éveillés. L'équipement est hyper important, mais sans éveil, il y aura toujours une faille. 95% des attaques, ça passe toujours par l'être humain et une décision prise par un humain. J'établis un diagnostic de ma protection avec Orange. Bon, ça, c'est pour le retour business. Nous avons des solutions à destination des professionnels qui ont été pensées pour vous, aussi bien pour les équipements mobiles que pour les équipements fixes, des ordinateurs. N'oublions pas que vous avez un écosystème, hein, vous êtes tous utilisatrices ou utilisateurs d'ordinateurs et d'outils mobiles qui sont connectés entre eux. Vous avez accès à vos informations de l'un à l'autre. Et c'est la corruption de l'un qui permettra l'effraction sur l'autre. Moi, je trouve que le diagnostic, c'est hyper essentiel. Parce qu'en fait, on est chacun différent. On n'utilise pas les mêmes outils. On n'utilise pas les mêmes ordinateurs. Il y en a qui sont sur Windows, d'autres sur Apple. On n'utilise pas les mêmes téléphones. Enfin, on est un peu perdu quand même, hein, Yannick, avec tout ça. Et c'est vrai que d'avoir le conseil, de pouvoir dire, voilà comment je travaille, voilà où j'ai mis mes photos. Alors, les photos perso, ça, je sais que c'est un sujet quand même
avant les données d'entreprise, je sais que les photos perso, ça vous y est très sensible. Et je trouve que ça commence par là, parce qu'il n'y a rien de pire que de les perdre. On n'imprime plus les photos. Bon, c'est un peu dommage, moi, je trouve. Mais ceci dit, il faut les ranger aussi. Je suis sûre que parmi vous, vous êtes tous avec vos albums photos remplis. Je suis pas sûre que beaucoup les aient rangés. C'est hyper difficile. Mais ceci dit, je trouve que le diagnostic, ça permet de poser sa situation et de dire, OK, alors moi, voilà. Et là, je pense que l'expert Orange, j'ai dit, ben là, il y a une faille. Là, il y a une faille. Là, il faut faire comme ça. Comment, la stratégie du mot de passe, tu as parlé de la phrase. Alors, la modéliser une phrase, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que tu as une phrase dans ta tête. C'est ta phrase. Elle appartient qu'à toi et tu l'as dit à personne. Et c'est à partir des lettres de cette phrase que tu vas composer tes différents mots de passe. Les plus sécurisés pour la banque, par exemple, d'autres pour les abonnements à des comptes qui sont moins importants. En fait, je crois qu'il faut avoir une stratégie un peu d'escalier. Il faut organiser ces mots de passe. Pour moi, ça me semble essentiel. Tu as raison. Petit conseil supplémentaire, ayez plusieurs adresses mail. L'adresse mail principale que vous utilisez uniquement, on va dire, avec les institutionnels, impôts, URSSAF, RSA, ce genre de choses. Parce que ça, c'est votre identité vraiment cœur. Après, il y a votre adresse publique, professionnelle, que vous pouvez diffuser. Et après, n'hésitez pas à en avoir une autre pour vous abonner à peut-être des newsletters, etc. Parce que toutes ces données, on les retrouve dans des data lakes, dans le dark web. Donc, et que font les attaquants? Ils font la même chose que nous, d'un point de vue professionnel. On fait de l'analyse de données. Donc, quand vous croisez... Et allez sur un site qui s'appelle ambridge.com. Je crois que ça me dit quelque chose. Je vous retrouve, vous passez me voir, je vous le donne. Je vais regarder. C'est juste pour vérifier si votre adresse email n'a pas été corrompue. Oui, c'est ça, je ne sais plus qu'on est le nom. Voilà, alors corrompue, ça signifie qu'elle a été publiée dans des failles de base de données d'entreprise. J'en parle en connaissance de cause. Ma plus vieille adresse mail, qui est en wanadoo.fr, a été publiée plus de 5 fois. Parce que ça fait depuis 98 que je l'utilise, que je l'ai mis à peu près partout. Et forcément, il y a eu Yahoo s'est fait bretcher, d'autres sites se font bretcher. Donc c'est important d'aller voir aussi si cette adresse mail est publiée et connue sur le dark web. Parce que c'est là où on en arrive au social engineering. Avec cette adresse mail, si je l'utilise pour autre chose, j'ai juste à faire des croisements et d'un seul coup, de rebond en rebond, je suis capable de dire, ah bah tiens, Yannick Maquignon, j'ai son adresse mail, mais je la retrouve aussi dans une breach d'une autre société. Tiens, d'une banque. Ah bah tiens, je suis capable de dire qu'il est dans cette banque. Donc je peux lui faire du phishing sur l'enseigne de sa banque. Et mon niveau de vigilance descendra. Quand c'est la Société Générale qui me contacte, n'étant pas client de la Société Générale, forcément, je m'en fiche un peu. Si c'est ma banque, là par contre, je vais peut-être un peu plus lire et faire une bêtise. On peut peut-être demander s'il y a des questions. Oui. Merci. Dans les outils de protection que vous préconiseriez, là, comme vous disiez, choisir les bons outils, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui font référence ou qui protègent mieux? Alors, après, mieux, on va dire que c'est des niveaux de différence de technologie. À minima, un anti-malware. Alors, l'anti-malware, vous êtes l'acteur de votre sécurité, ne l'oubliez pas. Donc, il faut faire les scans de vos ordinateurs, de vos appareils mobiles. Ça prend du temps, ça peut être énervant, mais il faut le faire. Et la mise à jour des bases virales, donc de la signature des menaces, doit être réalisée. Donc, soit vous le paramétrez de façon automatique, soit n'oubliez pas de le faire. Donc ça, c'est le minimum. Ensuite, maintenant, il y a des technologies qui sont proposées qu'on appelle, pour la protection des ordinateurs en particulier, des EDR, Endpoint Detection and Response. C'est ce qui est utilisé par les grandes entreprises. Donc maintenant, c'est proposé aux professionnels. L'avantage par rapport à un anti-malware, c'est que c'est une solution communicante. Elle va communiquer avec des experts qui vont aussi faire de l'analyse comportementale de ce qui se déroule sur votre ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, connaître la menace, c'est bien, mais les stratégies d'attaque, elles évoluent. Donc, ils vont faire en sorte de ce qu'on appelle ça des attaques de basse intensité. Ils vont utiliser des failles, justement, sur le système d'exploitation pour rentrer de façon très discrète. Au lieu de passer par la porte, ils passent par la fenêtre. Or, l'anti-malware, souvent, il surveille la porte. Donc, quand la fenêtre est là. Donc, ça permet aussi de s'appuyer sur une expertise que vous n'êtes pas censé développer en cybersécurité, et donc de bénéficier de ce type de protection. Pour l'utiliser moi-même au sein d'Orange, c'est quelque chose qui est très silencieux pour l'utilisateur,
Parce qu'en fait, tout se passe dans les consoles d'experts où ils vont voir ce qui se passe. Et en cas d'alerte, eux, ils peuvent intervenir sans que même vous soyez informés de bloquer un processus. Après, vous serez informé. Mais ça, c'est un avantage. Ensuite, pour les équipements mobiles, ce qui marche bien actuellement, c'est le filtrage DNS. Il faut des solutions de filtrage DNS sur les équipements mobiles. Ça, c'est pour vous éviter, justement, lorsque vous cliquez sur un lien dans un mail, d'arriver sur un site corrompu et là, potentiellement avoir des problèmes. Après, il y a une différence notoire entre les deux systèmes d'exploitation, que ce soit Apple ou Android. Android étant un système ouvert, vous permet d'installer un antivirus. Il y a des solutions qui sont proposées. Par contre, beaucoup plus compliqué sur un iPhone, parce que Apple part du principe que c'est un système fermé, donc moins sujet aux attaques. Sincèrement, l'histoire nous aurait prouvé si on était capable de mettre en place un système de sécurité irréprochable. Excusez-moi. Donc, je suis client d'Apple. Je ne les crois pas pour ça. C'est du très bon matériel. Mais pour la sécurité, non, c'est aussi attaquable. Donc, toujours prendre, et aussi prendre par rapport à votre, là je vous parle en tant que professionnel, à votre structure. Si vous avez plusieurs ordinateurs que vous mettez en réseau par exemple, là vous pouvez partir du principe qu'il va aussi avoir la nécessité de gérer les flux entrants et sortants. Donc là c'est plutôt un firewall. On parle de protection des infrastructures parce que là vous avez un LAN, ce genre de choses. Donc en fait, quand vous êtes pro, vous commencez, on va dire, assez simplement, puis après vous allez croître. Eh bien, les besoins en termes de cybersécurité augmentent avec votre croissance. Parce que vous allez multiplier le nombre d'équipements, peut-être d'identités, donc potentiellement élargir la surface d'attaque pour un attaquant. Je vous en prie. D'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Merci. 3 questions en fait, mais peut-être réponse rapide. Les gestionnaires de mots de passe, les VPN, et ensuite Madame parlait de ce qui était SAS et cloud. On voit par exemple des solutions SAS sur le salon, sur lesquelles on a nos systèmes de facturation, systèmes de comptabilité, connexion URSSAF, connexion TVA et ce genre de choses, donc des droits entre guillemets de réaliser des actions déjà assez approfondies. Comment on peut s'assurer que ces solutions-là ne nous mettent pas dans une position de difficulté? D'accord, donc je vais commencer par, vous avez dit VPN et au début gestionnaire. Alors, gestionnaire de mots de passe, très important, parce que plus vous complexifiez vos mots de passe, plus à un moment vous allez franchement perdre de nord. Il y a une société française qui s'appelle Dashlan, qui fait un bon produit, sincèrement. Par contre, on a appris l'année dernière que Android et Apple allaient remonter aussi sur ce type de proposition de valeur vis-à-vis de leurs clients. Donc si vous êtes Android ou Apple, vous allez avoir aussi ce type de service qui doit arriver cette année ou l'année prochaine. Alors, ils auront chacun leur solution qui permettra de gérer vos mots de passe. Donc moi je le conseille. Après, chacun fait ce qu'il veut. L'avantage du gestionnaire de mots de passe, c'est que vous connaissez un mot de passe pour accéder à tous vos mots de passe. Donc il y en a un seul à retenir. Le VPN, c'est pas un système de sécurité pour moi. Le VPN, c'est un système qui va privatiser une connexion. Mais donc la privatisation va dire l'anonymisation des données. Mais par contre, ça n'empêche pas une technologie de man in the middle, par exemple sur du Wi-Fi, même en VPN, pour essayer de pénétrer sur l'un ou l'autre des vecteurs. Et le troisième point sur le cloud et quel est son niveau de sécurité, tout dépend du fournisseur. Je vous dirais que les plus gros, y compris OVH, ont des systèmes redondants qui sont sécurisés, sur lesquels fonctionnent des systèmes anti-malware pour vérifier. Par contre, c'est l'accès à ce service qui peut être compromis. C'est votre identité. Si je prends votre identité, j'ai accès à votre facturation, j'ai accès à votre base client, j'ai accès à tout. Ce n'est pas forcément une attaque directement sur votre fournisseur du service. Comme je vous dis, c'est souvent le point faible, c'est l'identité de l'utilisateur qui peut être corrompue pour accéder aux données. Est-ce que j'ai répondu ? Une autre question ? Yannick, tu nous as parlé des nouvelles protections via les EDR et donc d'une protection plutôt contre les cyberattaques. Est-ce que quand on prend ça, c'est suffisant ou il faut quand même avoir son antivirus en sus ?
Non, non, si on prend un EDR, ça se substitue à un antivirus parce que un EDR, c'est justement la protection locale comme un anti-malware, mais avec la télésurveillance à distance. C'est ça vraiment sa plus-value. Donc ça sert à rien d'avoir un antivirus. Et sachant que deux logiciels ayant la même destination, à un moment, ça peut créer un conflit. Hein, soyons clairs, ils vont chacun se rechercher, puis à un moment, ils vont se détecter, et ça ne va pas le faire. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc moi j'ai une question. Je sais que ça m'est déjà arrivé qu'on a corrompu carrément un compte d'un réseau social. Bon, je peux le citer, je n'ai pas de billes chez eux, c'est Facebook. Bah, je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, ce sont des gens de mon réseau qui m'ont dit qu'ils savaient bien que c'était pas moi qui publiais parce que c'était des publications que j'avais pas l'habitude de faire. Donc du coup, après, la seule chose, c'est que la difficulté que j'ai eue, enfin, si on peut dire, c'était contacter l'administrateur. Bon, après, il fallait écrire en anglais. Bon, je parle anglais, j'écris anglais, il n'y a pas de souci, mais c'est plus ça, en fait, qui pourrait poser problème pour certains sites. Je pense à Facebook, mais il y en a plein d'autres. Non, mais c'est ça, c'est l'usurpation de votre identité. L'usurpation d'identité, c'est soit pour accéder aux données, comme j'expliquais au monsieur, si je voulais accéder à votre base client, à votre système de facturation, ce genre de choses. Mais par contre, après, c'est tout ce que vous utilisez, vous, comme identité professionnelle de communication. Donc, vous allez utiliser les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, point de salut. Donc, cette identité est... Vous allez augmenter votre visibilité. Donc votre visibilité fait qu'après, vous pouvez être usurpé. Et après, tout le problème, c'est déjà dans la vie physique, faire la preuve de l'usurpation de son identité pour prouver que ce n'est pas nous qui avons posté telle chose. Parce que le problème, en plus, c'est que les traces, ça reste sur Internet. Hein. Que j'ai posté tel propos, etc., c'est encore plus compliqué. Parce que là, il faut contacter des sociétés qui majoritairement sont américaines, donc sous la législation américaine. Donc la protection des données, des fois, c'est compliqué. Faire valoir ses droits, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et cette énergie, c'est de l'énergie que vous n'allez pas consacrer à votre activité. Puis surtout, ça rend nerveux, quoi. Au bout d'un moment, on a l'impression de tourner en rond. Donc... C'est surtout que si, ils sont intervenus, mais ils ont bloqué mon compte pendant 3 mois. Non, mais après, c'est bien. Après, il faut savoir que voilà, quand on les contacte, après, le compte, il est bloqué parce qu'ils analysent tout. Et après, je sais pas ce qu'ils font. Ils bloquent les données, je sais pas comment ils font. Ils les envoient dans une poubelle virtuelle, je sais pas comment ça fonctionne. Et après, ils vous renvoient en fait une page, le front page vide. Il faut tout remplir. Oui, ils ont purgé les données de votre profil. Non, on a bien compris. Vous inquiétez pas, chacun utilise ses mots. Non, ils purgent les données et ils vous redonnent un profil. Par contre, c'est vrai qu'ils souvent maintenant ils appliquent le principe de précaution parce qu'on leur a souvent reproché d'être pas réactifs aux demandes des utilisateurs. Donc maintenant, ils ont plutôt tendance à couper. Et après, le problème, c'est que si c'est votre identité que vous utilisez, que vous avez une campagne de promotion à ce moment-là, là, il faut avoir un plan B. Donc c'est pour ça que je vous parlais de plusieurs identités. Pour éviter ce genre de cas, le problème, c'est ça nécessite pour vous un effort de gestion de ces identités. Parce que chaque identité renvoie aussi des gens vers vous sur ce que vous êtes, ce que vous proposez. Oui, merci pour la présentation. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut éviter d'avoir 2 antivirus parce qu'ils se contrarient un petit peu. Windows, dans ses versions les plus récentes, a mis en place un antivirus gratuit qui est assez performant. Ça veut dire que si on installe une autre solution, il faut le désactiver, c'est ça? Alors, il peut parler aux autres. Souvent, oui, je vois. Alors, les fonctionnalités de l'antivirus de Windows 11, je crois que c'est sur la version 11 qu'ils ont commencé à l'installer, sont plutôt, oui, de bonne qualité. Insuffisante à mes yeux, mais de bonne qualité. Après, on a fait 1200 tests, on n'a jamais eu de problème d'installation avec Windows 11. Donc je pense que nativement, en tant que système d'exploitation, il est capable de gérer ce type de conflit sur 2 logiciels qui sont dédiés. Donc là, ça fait partie c'est une fonctionnalité du système d'exploitation. Tout comme le firewall que vous avez normalement dans le système d'exploitation, qui est en position médium, si je me souviens bien, par défaut. Ça aussi, c'est à voir, parce que ça peut créer des conflits sur l'accessibilité à des sites. Donc, Windows, c'est très bien fait. Hein. Microsoft, c'est des gros. C'est des gros, tout est bien fait, mais par contre, à côté, ils ont aussi leur propre solution premium d'antivirus ou de solution de firewall plus. Et donc, ils ont bien pensé à la coexistence et la cohabitation. Mais c'est une très bonne remarque.
Par contre, pour Mac, vous inquiétez pas, il n'y a pas ces fonctionnalités. Je suis utilisateur Mac, ça faut tout installer. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour cette présentation très claire et synthétique. On a parlé de tous les outils qui sont serveurs, postes de travail, routeurs, téléphone et tout ce qu'on veut. Au niveau de mon opérateur préféré qui est Orange, j'utilise une Livebox Pro. Est-ce que ma Livebox Pro ne serait pas un premier élément intrusif d'introduction de virus sans que je le sache, puisque je n'ai absolument aucune main sur la Livebox Pro? Je ne vais pas la gérer et je ne vais pas savoir. Et je ne sais jamais quand est-ce que les mises à jour, puisque Livebox Pro est un ordinateur presque, et des mises à jour, elles sont régulières et à chaque fois, on voit bien qu'il y a ça reboot, ça redémarre, ça reboot, ça redémarre automatiquement sans qu'on le sache. Oui, ça c'est Merci beaucoup. C'est les mises à jour automatiques. En fait, la box est un routeur, que ce soit la Lightbox, Freebox ou Bigbox. C'est des routeurs. Donc, ce qui est important, c'est de protéger l'accès à l'administration du routeur pour qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse. C'est pour ça qu'on vous demande toujours de faire un paramétrage du mot de passe. Vous savez, et malheureusement, il y a beaucoup de clients qui ne le font pas. Petit tips, tous les objets connectés que vous achetez, quand ils sortent d'usine, mot de passe et identifiant, c'est admin. N'importe quel attaquant le connaît. Donc si vous ne personnalisez pas votre caméra Wi-Fi, je pourrais l'utiliser pour aller regarder ce qui se passe chez vous. Et pour en revenir donc au fait du routeur, non, ce n'est pas un vecteur de transport. Il est juste là pour ouvrir des flux et gérer ces flux. Par contre, c'est vous, en tant que client, qui payez le service pour ces flux. Donc si quelqu'un prenait le contrôle de la box, il pourrait faire le coucou pour utiliser une partie de votre bande passante pour ses propres services. Ah ben là, normalement, vous avez augmenté la difficulté pour l'attaquant, et en règle générale, un attaquant, il va au plus facile. Admin. En personnalisant l'accessibilité à l'IHM d'administration, là, vous augmentez la difficulté pour y accéder. Ensuite, vous pouvez toujours vérifier dans votre IHM le nombre d'équipements qui sont connectés. Vous êtes censé connaître ces équipements, que ce soit votre... Non, mais moi, je me suis rendu compte que mon voisin se connectait. Alors, ça sera moins la box que votre imprimante, par exemple, qui est connectée. Pourquoi ? Parce que les box, elles ont toutes été étudiées justement pour permettre l'administration par le client et donc verrouiller l'usage. Par contre, une imprimante, quand elle sort d'usine ou, que sais-je, je vous parlais d'une caméra connectée, elle sort d'usine, elle n'a pas de fois, elle n'a qu'une fonction, mais elle n'est pas encore en usage. Or, lorsque les gens la mettent en usage, comme je vous dis, ils ne paramètrent pas, ils ne personnalisent pas. Et ça, normalement, toute société d'informatique le fait lorsque vous faites un réseau, afin d'éviter que ça devienne un vecteur d'intrusion. Parce qu'à partir de la caméra, je vais pouvoir identifier l'adresse MAC de votre ordinateur, donc je vais pouvoir tenter de rentrer sur votre ordinateur. Et c'est là où, par contre, ça commence à m'intéresser, parce que la caméra, je m'en fiche, c'est juste un moyen de pénétrer. Et là, je vais pouvoir faire des choses, y compris, si je le souhaite, me connecter au 196.16.62 de la Livebox, aller dans l'IHM. Puis là, je vais commencer à mettre du Wi-Fi invité pour moi, parce que moi et mes potes, on aura besoin de votre bande passante, ce genre de choses. C'est devenu une vraie problématique qui est prise en compte chez Orange, et chez les autres opérateurs aussi. Non, mais mon employeur, donc vous inquiétez pas, je pense la même chose. Non, ce que je veux dire, c'est que nous sommes là pour fournir les tuyaux, qu'ils soient des tuyaux mobiles, des tuyaux fibres, etc. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on est au XXIe siècle, est-ce que la cybersécurité n'est pas l'attribut d'un opérateur aussi? C'est pour ça qu'on a une filiale qui s'appelle Orange Cyberdéfense, sur laquelle je m'appuie beaucoup en termes d'expertise, parce que oui,
C'est pas tout de fournir le service, mais encore faut-il qu'on fournisse un niveau de sécurité excellent. Merci. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Et vous retrouvez Orange sur le stand F17 et l'UAE juste en face. Et là, vous avez un QR code que vous pouvez retrouver sur le stand aussi. Je vous invite à le lire. C'est un guide qu'a fait Orange sur les bonnes pratiques, justement, et les bons outils numériques. Il est hyper bien fait. Vous allez apprendre plein de trucs. Bonne journée. Soyez éveillés au cyberrisque.